Bonjour à tous, bienvenue pour cette matinée économique ici en direct de Nice, en présence du maire de Nice et président de la métropole, Christian Estrosi. Bonjour. Bonjour. Toute une matinée qui va mettre sur la table tous les grands enjeux dans une période difficile, bien sûr, de confinement, mais nous parlerons également, bien sûr, de la question de cette relance économique. Est-elle possible dans les conditions que nous connaissons aujourd'hui? Nous parlerons bien sûr d'innovation, du modèle futur également du tourisme, et également nous parlerons bien sûr de PME, de start-up et de licorne. Christian Estrosi, pour cette première session, nous allons échanger avec deux invités qui ont fait le déplacement ici. Tout d'abord, Nicolas Bouzou, économiste, qui est l'auteur d'un dernier livre, L'amour augmenté, aux éditions L'Observatoire. Le professeur Carlos Moreno, qui sort aujourd'hui avec une actualité, droit de cité, voilà, aux éditions L'Observatoire, de la ville-monde à la ville du quart d'heure. Ça nous permettra, dans un deuxième temps, de pouvoir justement vous interroger, monsieur le maire, sur l'impact de cette pandémie et comment justement Nice va se construire au fil des 6 prochaines années, puisque je rappelle, vous avez été réélu par les Niçois en fin juin. Mais tout d'abord, c'est Laurence Bottero qui va animer cette première partie sur l'économie, en mettant les sujets, bien sûr, à la fois de la relance économique, le sujet du confinement, les sujets de la santé. Mais tout d'abord, Christian Estrosi, Nice a traversé de nombreuses épreuves ces dernières semaines. Comment allez-vous et comment vont les Niçois? Naturellement, c'est une question que tout le monde me pose en premier. Comment allez-vous? J'ai l'obligation d'aller bien. Donc, je vous rassure, je vais bien. Car si les Niçoises et les Niçois, qui pour beaucoup d'entre eux sont sous le choc, ont besoin d'être accompagnés, y compris par tout ce que nous avons mis en place en plan psychologique, vous vous rendez compte? Je ne sais pas si beaucoup sur la planète aujourd'hui peuvent revendiquer d'avoir la charge d'un territoire qui part de 3000 mètres d'altitude au sommet du Mercantour pour plonger dans la Méditerranée, cette métropole de Nice-Côte d'Azur, et où en un mois, vous ayez nos vallées du Haut-Pays ravagées par la tempête Alex, la gestion de la Covid-19 et la situation sanitaire qui m'inquiète au plus haut point avec son évolution au quotidien, et cet attentat que nous avons connu jeudi dernier, qui, sous la main de ce barbare, avec la même gestuelle que celle que Samuel Paty, ce formidable enseignant, a connue à Conflans-Sainte-Honorine, est venu frapper, la veille de la Toussaint, les chrétiens de France comme du monde entier, en choisissant pour cible la basilique Notre-Dame de Nice. Donc dans ces moments-là, soit c'est la colère, soit c'est la haine, soit c'est tout simplement d'avoir la capacité de rester calme, lucide, même si au fond de moi-même j'ai une espèce de colère sourde qui gronde, même si comme beaucoup de Niçois j'ai des cicatrices mal refermées du terrible attentat du 14 juillet 2016 que nous avions connu et qui se réouvrent telles des plaies béantes, mais où en même temps j'ai le devoir de garder la cohésion économique et sociale et d'avoir en même temps la main qui ne faiblit pas face à la menace que connaît notre pays aujourd'hui, qui est une cible principale, mais aussi l'Europe, puisque nous avons vu nos amis à Vienne qui ont été frappés aussi de manière terrifiante il y a maintenant 48 heures de cela. Donc, je suis solide. On va aller, on en parlera peut-être ce matin, sur le thème de la résilience, encore plus haut que nous ne l'étions. Je m'y engage auprès des Niçois. Et puis, il en va aussi de ce pays, la France, que j'aime, et où Nice a son rôle à jouer pour lui apporter sa part de croissance. Merci, monsieur le maire. Vous venez d'évoquer un mot, résilience. On parle de résilience, de relance économique. C'est vrai qu'on se retrouve dans une situation où c'est compliqué de peut-être se projeter. Pour autant, il faut le faire. Nice est une ville résiliente. Elle a déjà prouvé, notamment, vous avez évoqué quelques événements qui se sont passés dans cette ville il y a quelques années. Nice est souvent perçue comme une ville touristique. Vous aviez pris un engagement il y a quelques années, c'est de aussi faire de Nice une ville industrielle.
justement, le fait d'avoir deux jambes économiques pour bien se porter, est-ce que c'est pas aussi ça, ce que veut dire aussi la pandémie, c'est d'arriver à avoir des modèles qui ne sont plus tous les œufs dans le même panier, mais d'arriver à avoir une diversification? Comme si j'avais eu une intuition en 2008 lorsque les Niçois m'ont confié l'administration de leur cité, où à ce moment-là, nous dépendions d'une mono-activité, le tourisme, auquel on peut ajouter les politiques de service. J'avais dit, le tourisme nous fragilisera, même si aujourd'hui nous sommes sans doute la deuxième destination de France après Paris en matière de tourisme. Mais à ce moment-là, je me suis dit, je veux qu'on franchisse un tournant industriel. Alors certes, j'étais ministre de l'Industrie et nous étions en pleine crise 2008-2010. Et c'est dans les crises qu'il faut se dire comment on va aller plus fort qu'avant en tirant toutes les conséquences d'avant. Et à ce moment-là, naturellement, j'avais le privilège d'avoir un certain nombre d'indicateurs. J'ai fait les états généraux de l'industrie, j'ai monté les comités de filière qui, grâce à Arnaud Montebourg, qui est un de mes successeurs que j'ai beaucoup apprécié et avec lequel je continue à échanger sur ces sujets, qui a considéré qu'il fallait maintenir les politiques que j'avais initiées, notamment dans les relations donneurs d'ordre sous-traitants pour relancer la production française. Il y avait les filières traditionnelles, l'automobile, la sidérurgie, le textile, j'en passe et des meilleurs. Mais la croissance verte n'était pas une activité industrielle identifiée comme telle et ce n'était pas la mode. Et j'avais la chance d'avoir autour de moi, dans le cabinet que j'avais constitué, des spécialistes sur l'environnement qui m'avaient dit on regarde un peu ce qui se passe dans le monde et nous sommes à peu près certains qu'un jour l'écologie sera le meilleur synonyme de la croissance économique. Et j'ai décidé, parce que je n'allais pas lancer une filière industrielle sur le textile ou la sidérurgie ou l'automobile à Nice, de faire de Nice la première ville industrielle en France où les éco-industries deviennent notre modèle. Et c'est comme cela que nous avons réalisé une opération d'intérêt national sur près de 26 000 hectares depuis l'aéroport de Nice jusque dans la haute basse vallée du Var, qui aujourd'hui, en 10 ans, fait que là où 85% de nos ressources venaient du tourisme et de l'économie et des services, nous sommes avec un chiffre d'élevé plus important en matière de tourisme que lorsque nous étions à 85% de notre activité, puisqu'on est à 45%, mais avec un chiffre plus important. L'industrie maintenant y occupe une place de 35%. Finalement, est-ce que vous n'aviez pas déjà fait, on a beaucoup parlé après le premier confinement d'une économie verte, une économie et l'écologie qui ne devaient pas s'opposer. Finalement, c'était déjà un petit peu ça, l'éco-vallée. Oui, et puis l'avantage, c'est que c'est un tout. Je me suis doté de tous les outils industriels nécessaires. Nous avons construit la première métropole en France sur la loi Sarkozy et nous sommes restés la seule de 2012 à 2015. Les autres n'ont pas réussi à se constituer. Il a fallu la loi Lebranchu pour leur imposer de constituer des métropoles, là où la loi Sarkozy exigeait que ça se fasse par le volontarisme des maires avec des majorités qualifiées. Et il se trouve qu'à 48 communes sur 49, représentant 95% de la population de la métropole, 600 000 habitants, j'ai eu plus que la majorité qualifiée de 50% de communes pour 60% d'habitants. Donc ça montre qu'on a réussi à fédérer aussi, en choisissant naturellement une géographie qui part du sommet de nos bassins versants à 3000 mètres d'altitude pour plonger dans la Méditerranée et pouvoir utiliser à plein toutes les ressources naturelles, le cycle de l'eau et naturellement gérer les eaux usées, l'assainissement, valoriser en matière énergétique la filière bois, l'hydroélectrique, le solaire, le compostage, la géothermie, la houle marine, les microalgues et aujourd'hui
Nous sommes déjà passés sur notre objectif à 2028 de 3% d'énergie produite par rapport à l'énergie consommée à 33%. Nous sommes déjà à 25% et donc en 2028, nous devrions dépasser même notre objectif puisque nous étions une péninsule énergétique où l'énergie nous venait de la centrale nucléaire de Cadarache dans les Bouches-du-Rhône par une ligne de 400 000 volts. Petit à petit, nous gagnons donc notre part d'indépendance aussi dans ce domaine. Mais en 2008, tout ça n'était pas la mode. Peut-être justement avoir l'avis de Nicolas Bouzou sur cette dichotomie qu'on a beaucoup présentée, écologie et économie ne doivent pas être opposées. Est-ce que ça rentre vraiment dans les mentalités et dans les modèles économiques, ou c'est encore très, très neuf? Oui, absolument. Alors déjà, je vous ferai remarquer que écologie et économie, c'est la même racine au fond. Du point de vue syntaxique. Et c'est logique puisque dans les deux cas, au fond, il s'agit de gérer des ressources rares. Donc l'écologie et l'économie sont deux disciplines qui, en termes de réflexion, sont assez proches. De toute façon, il ne peut pas y avoir de décroissance. C'est quelque chose qui ne peut pas exister dans une société libre parce que ça ne correspond pas à l'aspiration de nos concitoyens. Ce que veulent les gens, c'est toujours aller vers le mieux. Ce n'est pas nécessairement faire plus, mais c'est faire mieux. Donc on ne peut pas se contenter de dire pour émettre moins de CO2, pour moins polluer, pour protéger la biodiversité, on va tout faire en moins. Vous comprenez bien que c'est quelque chose qui n'est pas possible. Donc, ce que l'on doit faire, c'est le seul chemin, c'est transformer le système productif. Hubert Védrine a un bon terme, je trouve, il parle d'écologisation. Je trouve que le terme est intéressant parce que c'est un terme dynamique, un peu comme industrialisation. Écologie, c'est statique. Écologisation, c'est dynamique. Et c'est très exactement ce que vous faites à Nice. D'ailleurs, permettez-moi une toute petite parenthèse pour dire... Vous me connaissez, vous savez que je ne le dis pas partout, mais je considère que l'évolution de la ville de Nice, urbanistique, économique, c'est l'une des plus grandes réussites françaises de ces 10 dernières années. C'est très important parce que ça montre que l'action politique, elle peut encore avoir un impact concret pour le meilleur. Je referme cette petite parenthèse. Et donc, sur la question de l'écologie et de la croissance, notre défi, c'est évidemment pas la décroissance, qui n'est pas satisfaisant intellectuellement et socialement. Notre défi, c'est de faire une économie à bas carbone, de construire des mécanismes d'économie circulaire. Et de ce point de vue-là, moi, je trouve que je suis très optimiste. En réalité, on avance très vite. Vous savez, la question écologique, nos concitoyens, peut-être pendant longtemps, ont sous-estimé la gravité du problème, mais je pense qu'ils sous-estiment aussi notre capacité à le résoudre. Et quand vous regardez l'histoire des politiques publiques, je peux vous dire que jamais dans l'histoire, on a pris un sujet à bras-le-corps comme on prend le sujet écologique. Alors, il y a un autre sujet qui fait débat et que nous aborderons plus tard dans la matinée. Christian Estrosi, Nice, ville Smart City reconnue dans le monde, ça c'est un fait. Il y a un débat qui secoue un peu la France, hein, c'est sur la 5G. Faut-il de la 5G? N'en faut-il pas? Faut-il un moratoire? L'avis du maire de Nice sur la 5G, c'est quoi? Nous sommes décidés à ne pas prendre non pas 1 an ou 6 mois de retard, mais pas une semaine de retard. Voilà. C'est un sujet sur lequel je ne céderai en rien. Nous voyons ceux qui entretiennent une espèce de climat. On nous l'a fait pour la 2G, la 3G, la 4G. On sait que dans moins de 10 ans, on sera à la 6G. Et que prendre le moindre retard à la 5G serait remettre en cause tout mon modèle. Parce que naturellement, au moment où notre territoire est devenu un territoire d'attractivité forte en matière d'investissement industriel, je pense à IBM, je pense à Cisco, je pense à Bosch, je pense aux centrales énergie atomique et je pense surtout à ce terreau de start-up qui ne cesse aujourd'hui de prospérer, des accélérateurs qui s'installent comme celui qui a installé Allianz il y a peu de temps et d'autres sont en train d'arriver. L'université du numérique qui vient d'ouvrir son campus. Envoyer un message selon lequel je céderai au risque de la 5G, dont pour l'instant personne n'a démontré que ça présentait le moindre risque, ça voudrait dire envoyer un signal extrêmement négatif dans une ville que j'ai voulu devenir
aussi une ville universitaire. Je vous rappelle qu'en 2008, lorsque j'ai été élu, il y avait 23 000 étudiants à Nice et 5 campus. Qu'aujourd'hui, nous avons 43 000 étudiants, 7 campus et 2 grandes écoles de plus avec l'EDEC qui, au Herald Tribune, a la première formation en finance au monde. Elle est à Nice. Et aussi la première école de design de France qui s'est installée il y a 3 ans chez nous. Et nous voyons que dans le domaine des grandes écoles et du monde étudiant, nous ne cessons de prospérer. Mais pour tout ça, comment dire que nous sommes une smart city, que nous entendons rester une des premières de France et d'Europe, et dire que la 5G, voilà, j'ai naturellement pris la précaution de faire des expertises par un tas de bureaux d'études spécialisés sur les conséquences que certains soupçonnent d'avoir sur la santé. Aucun d'entre eux n'a conclu à cela. Donc nous sommes déjà en route et je pense que dans le premier semestre 2021, la 5G sera déjà opérationnelle à Nice. C'est plutôt une bonne nouvelle. On évoquait le tourisme aussi tout à l'heure. Et c'est un sujet que nous aborderons un peu plus tard également dans la matinée. On a beaucoup eu cette sensation de surtourisme juste avant la crise. Et en même temps, on sentait venir aussi déjà une envie de tourisme un petit peu plus raisonnable. Je n'ai pas dit durable, j'ai dit raisonnable. Est-ce qu'il faut réguler le tourisme selon vous ? Chacun a choisi son modèle, donc moi je ne donne de leçons à personne. Je sais que j'aime ma ville, j'y suis né, j'y ai grandi, j'ai vu un patrimoine qui est un héritage extraordinaire qui s'est terni, qui a été abîmé, et ma première préoccupation a été de le réhabiliter. Parce que lorsque j'en ai fait faire l'inventaire, nous avons pu mesurer qu'entre l'héritage Nice, je vous le rappelle, est la première ville italienne de France, ou la première ville baroque, puisque construite par les architectes de Turin, à peu près sur le même modèle, dont le plus important, le plus célèbre s'appelle Biasini, au XVIIIe siècle. Toute la ville du XIIIe siècle ayant été rasée avec le passage des forces de Louis XIV, alliées aux armées turques. Donc, et grâce à Louis XIV, je lui suis reconnaissant d'avoir rasé nos fortifications et notre citadelle, là où d'autres peuvent le... Pourquoi finalement ? Pourquoi ? Bien parce que il a fait de nous la seule ville ouverte de la Méditerranée non fortifiée. Ce qui fait que dès le XVIIIe siècle, nous sommes devenus la capitale du tourisme hivernal d'Europe, où tous les grands du Gotha européen, les tsars de Russie, la reine Victoria, l'impératrice Sissi, l'impératrice Eugénie, le roi Léopold de Suède, etc., venaient passer près de 4 à 5 mois de l'année, sans compter les peintres, les musiciens. Berlioz a écrit Le Roi Lear ici, au pied de la tour Belanda. Je pourrais vous parler de Nietzsche qui passait la moitié de son année ici. Je pourrais vous parler de Matisse qui a réalisé 50% de son œuvre ici et Chagall près de 40%, etc., etc. Bon, donc nous sommes en même temps avec nos saisons, nos couleurs, une ville d'inspiration pour tout cela. Et tout ça nous a permis en même temps d'avoir une architecture multicolore, avec un mélange de baroque, avec un mélange d'architecture victorienne, d'architecture russe, avec cette cathédrale qui est classée parmi les 10 plus beaux monuments de France et qui a été réhabilitée avec des financements que nous devons à monsieur Poutine, le président de la Fédération de Russie, que je veux remercier d'ailleurs. Et je pourrais additionner les années folles, mais c'est tout ça qui fait venir les touristes à Nice finalement. Mais tout ça va nous conduire
en juillet 2021, grâce au président de la République, qui a arbitré en faveur de notre dossier alors qu'il y avait d'autres candidatures françaises, à ce que le dossier que je défends depuis 10 ans avec Jean-Jacques Ayagon, qui est notre conseiller, soit présenté à la session de l'UNESCO pour le classement patrimoine mondial, et que vraisemblablement, nous avons tous les atouts pour y parvenir. Donc naturellement, je préfère jouer cette carte de la valorisation du patrimoine, qui en même temps me permet de préserver pour les siècles à venir, puisque classé par l'UNESCO, on ne pourra plus toucher à certaines choses, ni construire n'importe quoi sous le contrôle des architectes des bâtiments de France. Et peu importe mes successeurs, mais ils seront obligés de respecter tout ça et je laisserai ça en héritage. Et en même temps que de faire de Nice la ville verte de la Méditerranée, en faire une ville avec cette dimension patrimoniale, culturelle, c'est ce tourisme-là que je cherche. Et lorsque je vois, parce que c'est ce que j'ai établi il y a 10 ans comme planification de montée en puissance, le nombre de programmes qu'il y a en chantier d'hôtellerie de très haut niveau qui, entre l'année 2021 et 2022, vont émerger avec des architectures et de grandes signatures de type Daniel Lipskin, Jean Nouvel, Villemotte, etc., etc. Eh bien, c'est un pari que j'ai fait. Et on voit que si on inscrit une trajectoire dans la durée, qu'on finit par y croire, eh bien, les investisseurs finissent par y adhérer. C'est cette clientèle que nous visons, en même temps que naturellement, au milieu de tout ça, le congrès et les affaires, mais qui au fond sont eux aussi de plus en plus attirés par ce type d'environnement lorsqu'ils viennent du monde entier. Christian Estrosi, Laurence Bottero a mis en perspective les enjeux que dispose Nice, notamment sur son modèle industriel. Moi, j'ai une question pour vous et pour Nicolas Bouzou, c'est il y a la stratégie de moyen long terme et là, il y a le court terme. Le court terme, c'est la situation de nombreuses PME, d'ETI et d'entreprises qui aujourd'hui sont dans des plans sociaux. Nice n'échappe pas, comme toutes les grandes métropoles françaises, à cette difficulté-là. Vous avez appelé peut-être, compte tenu de la dégradation de la situation sanitaire, à peut-être un reconfinement un peu plus dur. J'ai envie de vous dire, mais comment voyez-vous Nice à l'issue de cette crise et comment gérer le court terme? Peut-on parler encore aujourd'hui de relance économique? Naturellement, je pense que la planète tout entière et les pays qui, au plan industriel et au plan économique, en Asie, en Amérique et en Europe, étaient ces dernières années à la pointe de la croissance mondiale, vont connaître pendant 2 ans une récession incontestable. Bon. Donc ça veut dire que tous les gouvernements, tous ceux qui ont des responsabilités publiques, doivent organiser la gestion de cette récession et profiter aussi de ces difficultés qui seront difficiles à gérer parce que forcément elles peuvent susciter un climat social extrêmement difficile et où je dirais qu'il faut être attentif. On parle des PME, on parle des ETI, on parle des entreprises, mais derrière il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des enfants. Et donc, je pense qu'il ne faut surtout pas manquer de montrer qu'on est attaché à la personne humaine et qu'on laissera le moins de personnes possible sur le bord du chemin en trouvant des mécanismes sur la part d'investissement qu'il faudra peut-être un tout petit peu ralentir pour consacrer un peu plus d'efforts aussi à la condition de ceux qui seront en difficulté. Mais je crois que c'est en même temps 2 ans qu'il faut mettre à profit pour rebondir beaucoup plus haut, beaucoup plus fort. On s'était peut-être inscrit aussi dans un espèce de train-train. Je ne parle pas de tout ce que j'ai rappelé en ce que nous faisons ici, mais les gouvernements en général, sur un modèle qu'ils pensaient plus durable qu'il ne l'était, en réalité, et qui n'ont pas compris qu'il fallait à un moment changer de paradigme et que de toute façon, le XXIe siècle serait fait
de gestion de crise en crise. Voilà. Alors, elles peuvent être sanitaires, elles peuvent être économiques, elles peuvent être sociales, mais ça ne s'arrêtera pas. Parce que désormais, on est dans un monde multipolaire, on ne peut pas le contester, c'est comme ça, et que forcément, ça aura des répercussions. Donc, il faut un modèle plus adapté. Je viens de fonder avec la métropole notre agence de sécurité sanitaire et environnementale et de gestion des risques, où nous avons fait appel à des scientifiques, des spécialistes, des économistes. Nous continuons à en recruter. On est sans doute, jusqu'à présent, les métropoles disposaient d'une agence d'attractivité en général et d'une agence d'urbanisme. Bon, nous avions ces deux outils et j'ai considéré qu'il en fallait un troisième, cette agence de sécurité sanitaire, environnementale et de gestion des risques, à tous les niveaux. Et c'est à partir de ces trois outils, agence d'attractivité, agence d'urbanisme, agence de sécurité sanitaire, environnementale et de gestion des risques, que je crois que nous allons réussir à imaginer comment changer quelques orientations, même si je pense que nous avons peut-être avant d'autres pris les bonnes orientations. Je ne veux pas faire preuve d'arrogance, mais nous avons la chance, je le dis devant Carlos Moreno, qui n'a pas cette chance, lui qui, même s'il a d'autres chances, j'apprécie beaucoup, je recommande à beaucoup de lire son ouvrage « La ville du quart d'heure », parce que je partage la même chose, la même pensée. Mais penser la ville du quart d'heure à Paris, c'est une chose. Penser la ville du quart d'heure sur un territoire comme le nôtre, où nous ne sommes pas à 17 arrondissements, mais à 49 communes, dont la plus petite a 70 habitants et est à 2500 mètres d'altitude dans le parc national du Mercantour. La ville du quart d'heure, elle se pense différemment. Voilà. On va en parler. Et que s'il y a en France un territoire comparable, le seul, à Nice et à notre métropole, c'est l'île de la Réunion, au milieu de l'océan Indien. Voilà. Donc, voilà comment inventer la ville du quart d'heure à l'île de la Réunion, la ville du quart d'heure qui est un sujet qui est passionnant. Donc forcément, là aussi, il faut avoir cette flexibilité. Et c'est là que je dis au gouvernement d'aujourd'hui comme celui ou ceux de demain, au président de la République, dans toutes les réformes à venir, et il faut que vous laissiez le droit à l'expérimentation. Et il faut que vous laissiez le droit à l'adaptation par rapport à des géographies différentes, à des climats différents, à des évolutions climatiques différentes. On sait parfaitement qu'il y aura des chocs climatiques chez nous qui seront peut-être plus violents qu'ils ne le sont au nord de l'Europe, en tout cas pour les 15 ou 20 prochaines années, et que pour ça, il faut qu'il y ait une nouvelle étape de décentralisation qui fasse plus confiance au territoire et qui centralise moins les choses. La crise sanitaire aujourd'hui, vous me parlez de ma vision. Naturellement, je comprends que le ministre de la Santé, le Premier ministre, soient obligés de regarder de manière uniforme toutes les décisions qu'on prend et qu'il y ait une exigence de solidarité nationale. Mais en même temps, peut-être que selon les territoires, si plutôt que de s'en tenir à ne gérer que l'hôpital public, on confiait aux grands élus territoriaux de présider des conseils locaux de santé qui mutualisent l'hôpital public, les cliniques privées, les laboratoires, la médecine générale, la médecine de ville, les urgentistes, les pharmaciens, les dentistes, etc., etc., on s'en serait déjà mieux sorti entre mars et avril et on affronterait la deuxième vague différemment. Christian Estrosi, avant de laisser la parole à Carlos Moreno, deux questions, Nicolas Bouzou. La première, Christian Estrosi fait état de la décentralisation. Vous avez écrit un livre sur la décentralisation, notamment pour les territoires. Faut-il plus de décentralisation? Est-ce que c'est la recette pour la relance économique? Et deuxième question, parce qu'on a beaucoup de réactions,
vous nous suivez beaucoup ce matin pour cette matinée économique en direct de Nice. La grande question, c'est est-ce que ce nouveau confinement qui a démarré depuis une semaine peut nous donner une chance de rebondir? Beaucoup d'inquiétudes chez les chefs d'entreprise, beaucoup de questions à Nicolas Bouzou. Va-t-on s'en sortir de ce deuxième confinement? On est très clairement entré dans une deuxième phase de la crise sanitaire. La première phase de la crise sanitaire, au fond, du point de vue économique, elle n'était pas extrêmement compliquée. Le choix qui a été fait par la France, qui est un choix que je partage et que je soutiens, a été de dire on va soutenir au maximum les entreprises et les individus, en particulier les salariés, pour leur permettre de tenir tout le temps de la crise. C'est la raison pour laquelle on a mis en place le dispositif de chômage partiel le plus, entre guillemets, j'aime pas trop ce terme, mais le plus généreux au monde. On a mis en place ce que l'on appelle les prêts garantis par l'État, qui ont très bien fonctionné, et un certain nombre de fonds de solidarité, notamment pour soutenir les indépendants. Tout ça a bien fonctionné. Aujourd'hui, on voit avec ce deuxième reconfinement que c'est plus compliqué. C'est plus compliqué de faire appel au chômage partiel parce que, vous savez, dans un secteur comme le tourisme, par exemple, vous avez des entreprises qui ont des salariés en chômage partiel depuis 7 mois. Donc c'est très compliqué, les gens sont démotivés, éventuellement ils ont envie d'aller voir ailleurs, donc on voit bien que ce dispositif de chômage partiel qui était très bon au début, mais aujourd'hui il est plus difficile à utiliser par les entreprises. Même remarque pour les prêts garantis par l'État. Beaucoup d'entreprises ont pris des prêts garantis par l'État sans les utiliser au fond pour sécuriser leur trésorerie. On considère qu'on a à peu près 60% des TGE, des PGE auxquels les entreprises n'ont pas touché. Mais aujourd'hui, dans les secteurs en difficulté, elles commencent à consommer, à utiliser l'argent de ces PGE, ce qui évidemment les met en tension financière. Donc il faut trouver d'autres choses. Et trouver d'autres choses, à mon avis, c'est deux aspects. Le premier, c'est qu'il faut bien qu'on se dise que la meilleure politique économique aujourd'hui, c'est la politique sanitaire. C'est la raison pour laquelle on a ce deuxième confinement. Très bien, l'épidémie était arrivée à un niveau qui était immaîtrisable autrement qu'en demandant aux gens de rester au maximum chez eux, mais il ne faudra pas qu'il y en ait un troisième. Donc il ne faut pas louper le deuxième déconfinement. Donc cette fois-ci, ce qu'on appelle le tester, tracer, isoler, quand il sera devenu possible de le mettre en œuvre, c'est-à-dire quand l'épidémie sera beaucoup moins forte qu'aujourd'hui, il faudra vraiment le faire très, très, très sérieusement parce que c'est ça qui protégera le maximum de l'activité économique. Puis la deuxième chose, c'est qu'il faut soutenir aujourd'hui les entreprises, non plus sous forme de prêts, mais sous forme de subventions, sous forme non plus de report de charges ou de report d'impôts, mais d'allègement de charges et d'allègement d'impôts, parce qu'aujourd'hui, c'est le seul moyen de permettre aux entreprises de tenir jusqu'à ce que la crise soit terminée. Ça va coûter très cher, ça va faire monter la dette énormément, mais la dette, on aura toute la vie pour la régler. D'accord ? Donc, c'est un vrai problème, mais c'est un problème qu'on traitera demain, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, le vrai sujet, c'est de protéger les entreprises et de protéger les salariés. Et puis, je dis un tout petit mot, si vous le permettez, sur le plan de relance. On a fait en France un plan de relance que je trouve très bon sur le papier. On pourrait rentrer dans les détails, mais globalement, je trouve que ce plan de relance correspond à ce qu'il faut faire. Malheureusement, le plan de relance, aujourd'hui, ses effets sont brisés par la deuxième vague de la Covid-19. Donc, le temps de la relance, en réalité, il n'est pas arrivé. Mais ce n'est pas grave, parce que ce plan de relance, on l'a, et il donnera ses effets, il sera utilisé par les entreprises demain. Donc, il faut le garder, mais on n'en est pas encore là. La relance, le moment de la relance arrivera quand la situation sanitaire sera meilleure. Nicolas Bouzou, 2 mots sur Nice. Sur le plan de relance, Oui. vous, quels sont les points forts que vous identifiez pour Nice et à la fois les signaux faibles? Le maire de Nice l'a dit, moi je crois beaucoup, je suis un avocat de l'industrialisation. Je pense qu'on sait qu'un pays, pour être prospère, a besoin d'avoir de l'industrie, parce que c'est là que se fait l'essentiel de la recherche et développement, parce que c'est l'industrie qui est le secteur le plus exportateur, parce que l'industrie génère tout un tas d'externalités positives sur d'autres secteurs, y compris sur le secteur des services. On sait très bien que la plus grosse partie du secteur des services, en réalité, est tirée par un secteur industriel qui est dynamique. Donc je crois beaucoup à ça, et je crois que la France et les territoires ont un coup à jouer, parce que les technologies aujourd'hui nous aident considérablement. Aujourd'hui, dans une usine, vous pouvez mettre beaucoup de numérique, vous pouvez mettre beaucoup d'intelligence artificielle, vous pouvez mettre beaucoup de robots, vous pouvez mettre des imprimantes 3D. Et donc, en réalité,
pour les usines qui investissent beaucoup en technologie, elles peuvent être aussi compétitives ou quasiment aussi compétitives que des usines qui se situent sur la côte est chinoise. Donc vous voyez qu'il est plus facile au fond de faire de l'industrialisation aujourd'hui que ça n'était le cas il y a 20 ans. Et ça passe par des politiques publiques. Toutes les politiques, par exemple, qui soutiennent les investissements des entreprises dans les domaines dont j'ai parlé, toutes les politiques qui soutiennent la robotisation, ce sont d'excellentes politiques d'industrialisation. Donc, véritablement, j'y crois beaucoup. Et puis, des territoires comme Nice ont un petit coup à jouer en ce moment, en plus, avec la crise du Covid, parce que moi, je suis parisien. Un certain nombre de Parisiens aimeraient bien vivre ailleurs qu'à Paris. Et donc, il est clair qu'en termes d'attractivité du capital humain, il y a aussi quelque chose, à mon avis, qui est très astucieux à faire aujourd'hui pour un territoire comme Nice. Christian Estrosi, en réaction des propos de Nicolas Bouzou. Bon, d'abord, je me reconnais totalement dans ce que vient de dire Nicolas Bouzou. La santé, la gestion de la crise sanitaire, c'est l'essentiel. Parce que tant qu'on sera sur une gestion en ligne de crête, on se dit, on regarde à pas basculer d'un côté ou pas basculer de l'autre, on voit bien que ce sera difficile d'avoir une vraie relance. Donc moi, je suis pour qu'on trouve les moyens de faire baisser les tensions de la situation sanitaire le plus rapidement possible. C'est pour ça que je ne suis pas persuadé, même si je le soutiens et que je ne veux à aucun moment... parce que les Français détestent ça dans ces périodes de crise, qu'il y ait de contradictions et de polémiques entre le gouvernement et les collectivités locales. Mais je dis au gouvernement, vous avez essayé un confinement qui n'est pas un confinement, qui est un semi-confinement, et on voit les taux d'indice de circulation de virus qui tous les jours continuent à monter. À Nice, il est un des plus faibles. Sur les 22 métropoles de France, on est en 19e position avec ce matin 320 de taux d'indice de circulation. Comparativement à Saint-Étienne, on est à 1100. À Lyon, on est à 900 et quelques. À Lille, on est à 800 et quelques. À Paris, on est autour de 400. Et à Marseille aussi. Bon. Mais par contre, il y a seulement 15 jours, nous étions à 160. On est à 320. Il y a 4 jours, nous étions à 280. On est à 320 et ça monte tous les jours. Et les lits d'hôpitaux arrivent à saturation. Les lits de réanimation sont à saturation et ont des programmes d'autres interventions lourdes tous les jours, ici comme ailleurs, puisque j'observe la carte sanitaire française. Donc forcément, il y a un moment où le gouvernement qui, toutes les semaines, prend une mesure restrictive de plus, qui en même temps a ce côté malsain, pas de sa part, mais de la part de la réaction des acteurs économiques où ça finit par monter, les grandes surfaces contre les petits commerces, les indépendants contre les entreprises de plus de 50 salariés, etc. etc. J'ai le sentiment qu'on risque de passer Noël, les fêtes de fin d'année, en étant dans une phase de confinement encore plus difficile et par petites touches, ce qui naturellement retardera la relance d'autant. Voilà pourquoi j'ai plutôt tendance à penser, et je ne prétends pas que ce soit la solution, mais je me dis par moment, pourquoi, alors que le mois de novembre, on le sait, dans toutes les activités, quelles qu'elles soient, est le mois le plus creux de l'année, ne pas prendre 3 ou 4 semaines de ce mois de novembre où on arrête tout, où on confine, où on se remet dans la situation de mars-avril dernier, sauf peut-être l'éducation, parce qu'on sait que ça a quelques conséquences psychologiques sur les enfants, pour se donner une chance d'avoir cette relance qui puisse s'opérer sur la dernière partie de l'année de décembre et des fêtes de fin d'année, où nous savons que ce que les gens ont réussi à mettre malgré tout de côté est réinjecté de manière brutale dans l'économie et peut nous permettre
d'avoir une chance de relance. J'ajoute à ça qu'il ne faut pas tarder sur le plan de relance. Oui, le plan de relance proposé par le gouvernement est bon, mais c'est aujourd'hui qu'il doit le mettre en action, y compris en confinement. Pour nous, les collectivités, moi, à fin octobre, c'est une pratique que j'ai toujours mise en œuvre depuis 4 à 5 ans. J'ai fini de voter mes orientations budgétaires pour l'année suivante et à fin novembre, mon budget primitif. Là où la plupart des collectivités font ça en février ou en mars. Bon, donc vous imaginez bien que là où je vois des opportunités très importantes dans le plan de relance, notamment sur le volet de la transition écologique, je pense au transport, je pense On va en parler avec Carlos Moreno. aux isolations thermiques sur les bâtiments, au logement, etc., qui font partie des critères du gouvernement dans ce plan de relance de 100 milliards d'euros. D'accord ? Je dis négocier ces plans de relance avec les collectivités aujourd'hui parce que c'est leur calendrier budgétaire pour qu'elles puissent l'inscrire dans leur budget 2021. Sans ça, nous ne pourrons pas l'inscrire dans notre budget 2021. Or, je vous rappelle que les collectivités, c'est 70% de la commande publique dans notre pays. Et que passer cette échéance et trop tarder à rentrer dans la négociation avec les collectivités sur le plan de relance, c'est enlever une part de croissance pour notre pays, de relance de la croissance et de PIB en 2021. Alors, Carlos Moreno. Est-ce que je peux juste ajouter quelque chose en 10 secondes parce que j'ai une proposition très concrète à faire que j'ai faite dans la presse avec le président de la région Grand Est, Jean Rotner, qui serait de dire, au fond, les aides aux entreprises, en ce moment, il faut les considérer comme des investissements. Et donc, on pourrait imaginer que pendant l'état d'urgence, les aides que les collectivités locales font aux entreprises soient considérées comme des investissements et donc qu'elles puissent éventuellement s'endetter un peu, voilà, pendant la durée de l'état d'urgence. Voilà. J'aime bien aussi, moi, faire des propositions toujours très, très concrètes parce que je conçois que c'est aussi notre rôle d'être très opérationnel pour notre pays. Merci. Ce que Nicolas vient de dire est très important. C'est capital parce que vous savez que les règles de Bercy aujourd'hui, c'est de considérer qu'une collectivité qui ne respecterait pas le principe de ne pas augmenter de plus de 1,5% ses charges de fonctionnement annuelles et de dépasser le gap des 12 années de capacité de remboursement de sa dette est hors critère et est pénalisée. Celles qui, au contraire, réussissent à être un critère 50% en dessous de ça, bénéficient d'un bonus. Bon, nous, on s'est placé dans cette situation. Mais si l'aide aux entreprises est considérée comme une part de notre budget de fonctionnement, on va rentrer dans ce dépassement du 1,5. Et ce que formule Nicolas Bouzou, c'est ce qu'avec France Urbaine, nous formulons auprès du gouvernement, d'accepter de considérer que c'est intégré en part d'investissement dans notre budget, justement pour respecter ces critères de Bercy. Christian Estrosi, on va échanger avec Carlos Moreno. Carlos Moreno, vous sortez aujourd'hui droit de cité, parce que beaucoup de questions aussi, de Niçois qui s'interrogent. Est-ce que cette crise va amener à dessiner les villes différentes ? Nice, on l'a dit, c'est une ville qui a en tous les cas un rayonnement fort en France, à l'étranger, avec aussi un choix politique qui était d'en faire une des smart cities les plus reconnues dans le monde. Est-ce que, Carlos Moreno, vous défendez une ville du quart d'heure ? Est-ce que finalement, après cette pandémie, les responsables politiques comme Christian Estrosi vont construire la ville différemment, c'est-à-dire rapprocher la question du travail à l'habitat, on va consommer plus proche. Est-ce qu'on va organiser la ville différemment ? Je suis désolé de couper la parole à Carlos Moreno, mais je suis contraint de vous quitter. Je vous l'avais dit, cher Jean-Christophe Tortora, je dois monter dans le haut pays pour faire des visites de chantier sur la tempête Alex. Et donc, ne m'en veuillez pas de vous quitter à ce moment de ce forum extraordinaire. Merci de l'avoir maintenu à Nice. Merci à la Tribune, qui est un grand partenaire de notre cité. Et au fond, vous permettez d'illustrer aujourd'hui que, malgré le confinement, on peut avoir un mode de communication, d'échange absolument prodigieux.
avec des invités hors normes et de très grande qualité, y compris ceux qui interviendront de l'extérieur en visioconférence. Merci. Et donc, par avance, je dis au secrétaire d'État au numérique, Cédric O, qui viendra en fin de matinée, naturellement que je suis heureux qu'il nous rejoigne à Nice en visioconférence. Je remercie tous nos invités. Je remercie la tribune. Mon premier adjoint, Anthony Boré, viendra me suppléer et être à vos côtés en fin de matinée. Je dois vous quitter, mais on vous libère, monsieur le maire. Vous avez de tels talents autour de vous que je suis certain que ceux qui vont nous rejoindre sur le web ne vont pas cesser de monter en puissance dans les minutes et les heures qui viennent. Merci à vous, merci Christian Estrosi. On va poursuivre nos Merci. échanges avec le professeur Carlos Moreno. Puisqu'on a parlé justement beaucoup d'économie, beaucoup de Niçois et beaucoup d'habitants dans les métropoles s'interrogent en disant mais finalement est-ce qu'on va vivre la ville différemment ? Ce qui est quand même un des sujets forts que vous défendez dans votre livre Droit de cité aux éditions de l'Observatoire. Eh bien, tout d'abord, merci beaucoup Jean-Christophe Tortora pour cette invitation et bien sûr au maire et président Christian Estrosi. Et c'est tout à fait une situation nouvelle, planétaire, mais qui vient confirmer un certain nombre des travaux que nous menons depuis une bonne quinzaine d'années sur l'évolution de notre manière de vivre dans le monde. Je commençais à suivre ce qui se passe avec le Covid-19 et ses impacts dans nos villes depuis pratiquement la fin janvier 2020, quand il y a eu les premières situations dramatiques en Chine, notamment dans le Hubei, et quand j'ai vu qu'il y avait dans un délai de globalement 15 jours 60 millions d'habitants sur plusieurs villes chinoises qui étaient mis sous cloche pour éviter une propagation, et nous avons compris, j'ai compris à ce moment-là que nous étions face à quelque chose que j'avais décrit à l'époque comme la plus grande viralité de l'histoire moderne. Mais elle a une double particularité. Et la première, c'est que cette viralité qui donc touche nos villes s'est produite dans la décennie majeure du changement climatique. On ne peut pas dissocier cette pandémie de la menace climatique qui a été évoquée, des impératifs 5 ans après la COP21 à Paris, de réduire donc nos empreintes carbone, d'aller vers une neutralité carbone. Et cette situation de changement climatique nous obligeait déjà à modifier la manière de vivre en nos villes, puisque par rapport au changement climatique, aux émissions carbone, c'est donc les villes qui sont les principaux émetteurs et qu'on avait déjà une obligation donc de changer un mode de vie si on voulait effectivement réduire au départ des 45%. L'Union européenne l'a dit la semaine dernière, il faut 65% de moins des émissions de CO2. Donc déjà, on avait l'obligation par rapport à nos villes, qui sont le lieu où on vit majoritairement, ce que j'ai dit dans mon livre. J'ai fait un parcours planétaire sur les villes et on avait besoin de changer. Mais la pandémie du Covid-19 amène un deuxième élément, c'est que cette viralité, elle va très très vite et donc elle touche les villes où les gens vivent et cette propagation va avec une double courbe, triple même, hospitalisation, réanimation, décès. Et donc pour pouvoir freiner cette évolution, effectivement, il faut ralentir la manière de vivre dans nos villes. Et le fait qu'on ralentisse la vie dans nos villes, compte tenu que nous sommes dans les siècles des villes, ce que j'ai dit dans mon livre, j'ai dit que le 21e siècle est le siècle donc, des villes et des métropoles, donc ralentir nos villes signifie qu'on s'écroule économiquement, ce qu'on a pu le voir tout à l'heure. Donc changer la manière de vivre aujourd'hui dans nos villes, on n'a pas le choix. Déjà, on n'avait pas le choix par rapport au climat. Aujourd'hui, par rapport à la pandémie, dont ça fait 1 an que ça dure, et on ne sait pas très bien combien de temps ça va durer, ça vient impacter le fait que
les distances physiques, il faut les garder, que les grandes concentrations dans les moyens de transport sont déconseillées, que les grandes tours corporate qui accueillent des milliers de personnes, aujourd'hui elles sont totalement vides, que grâce à la technologie, on a finalement vu qu'on pouvait travailler autrement. Donc il y a un changement en profondeur. Il y a ceux, Carlos Moreno, qui défendent l'idée qu'on arriverait dans une sorte de cycle de fin des villes. Vous défendez plutôt un modèle de ville vivable, c'est-à-dire vous ne croyez pas à l'exode en ruralité où tout le monde quitterait les villes pour s'installer à la campagne. Ce n'est pas un modèle auquel vous croyez. Oui, j'ai décrit dans mon livre donc, tout le process de la cinématique des développements des villes depuis très longtemps jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai dit qu'il y a un double phénomène au niveau des villes. Il y a un phénomène métropolitain, même mégalopolitain, si on prend la planète, qui lui est irréversible. Donc les villes ne vont pas se vider demain. Par contre, je l'ai dit avec la statistique tout à fait récente encore, il y a un phénomène de villes moyennes qui existe à travers la planète, y compris en France. Donc nous assistons d'une part à un phénomène de métropoles qui sont toujours présentes, solides et stables, même s'il y a par moments des pertes, mais elles restent mineures et marginales. Par contre, on a une territorialité qui s'est construite avec des villes moyennes qui, elles, aujourd'hui, représentent une attractivité relativement importante au niveau planétaire, mais également en France. C'est pour ça que je soutiens le mouvement de Jean-Christophe Fromentin pour les villes moyennes et les armatures territoriales des villes moyennes. Alors, restez avec nous, professeur Carlos Moreno. Restez avec nous, Nicolas Bouzou. Cher Laurence, nous allons passer à la séquence suivante, puisque nous allons parler du modèle à venir du tourisme, un sujet qui est cher ici pour Nice et pour la Côte d'Azur. Absolument.